Alors, je suis très, très heureux d'être parmi vous à plusieurs titres. Premier titre, parce qu'avec Jean-Luc, on a fait des expériences sur le jet en 2023 sans s'être rencontrés. Je vais vous présenter un certain nombre de ces expériences. Et donc, c'était un grand plaisir de pouvoir partager quelques moments ce matin. Parce que moi, j'étais aussi, il y a de nombreuses années, étudiant ici, au lycée Chateaubriand, qui, je crois, n'est pas très loin, où j'ai fait mes classes préparatoires. Et puis parce que, troisième raison, parce que j'ai retrouvé un ami depuis 40 ans qui s'appelle Patrick, qui est parmi vous ici. Et donc c'est avec beaucoup d'émotion que je peux donner cette conférence. Alors ça va être une conférence où je vais un petit peu retracer l'histoire de la fusion, vous donner les bases physiques de la fusion, vous donner les derniers résultats qu'on a obtenus à la fois sur le jet et à la fois sur Tours-Supra-Ouest, qui est dans le sud de la France, parce que j'ai passé la moitié de ma vie entre Oxford et Aix-en-Provence. Et entre ces deux expériences, mon cœur a balancé entre ces deux endroits, ces deux belles expériences. Donc je vais vous présenter les derniers résultats qu'on a obtenus, nos derniers records. Et si le temps permet, je vais vous présenter aussi la révolution qu'on connaît dans le domaine de la fusion avec la création de nombreuses start-up. Parce qu'à l'époque où j'ai démarré, on pensait faire les recherches qui n'étaient pas plus fondamentales, qui étaient soit à l'université, soit au CEA, mais jamais on pouvait penser le faire dans des entreprises privées, comme ça se passe actuellement, où il y a plus de 9 milliards d'argent qui ont été investis dans la fusion à titre privé. Donc c'est ce que j'appelle, quand je donne des cours à l'École centrale de Marseille, la révolution scientifique, la révolution de faire la science. Donc je vais démarrer par cette première slide avec une petite note d'humour, qui est de dire qu'en Provence, on ne fait pas uniquement de la pétanque, on sait aussi jouer à la marelle. Et la marelle, c'est 1, 2, 3, soleil. Et 1, 2, 3, soleil, parce que même, on n'aurait jamais pu prévoir que, quand je suis arrivé, qu'il y aurait 3 soleils qui un jour vont s'illuminer. Donc évidemment, et je vais en reparler, nous avons le soleil, je vais en reparler un petit peu, qui est ce grand cœur qui produit, transforme l'hydrogène en hélium, nous donne, qui est la source de vie sur Terre. Dans les années 80, on a construit une expérience en faisant la fusion de 2 laboratoires, un laboratoire qui était à Grenoble et un laboratoire qui était à Paris, à Fontenay-aux-Roses, et on a associé avec une vision de l'avenir une expérience qui s'appelait Tours-Supra, qui après c'est devenu Ouest, qui est ce tokamak qui est à Cadarache, à côté d'Aix-en-Provence, à côté de Marseille. Et les pères fondateurs avaient déjà la vision que ce lieu magique pourrait accueillir la prochaine expérience qui est ITER, que vous voyez ici, dont un des grands buts est d'arriver à démontrer la faisabilité scientifique et technique de l'énergie de fusion, avec en particulier un objectif que vous pourrez très bien comprendre, c'est que si je mets 50 MW de puissance dans ma machine, je pourrai en ressortir 500 MW. Pour 500, on ne l'a jamais obtenu. Alors ici, j'ai donné 2 chiffres pour illustrer les enjeux qu'on a à faire. Quand je prends la puissance que délivre le Soleil, que je divise par son volume, on est autour, si je prends le volume total, je ne prends pas uniquement sur les réactions de fusion, je suis autour de 0,3 watts par mètre cube. Et dans une machine paritaire, si je fais le même calcul, je suis à des millions de fois plus grand. Donc vous comprenez que l'enjeu, c'est pas seulement de faire des réactions de fusion, parce que ça on sait en faire, mais c'est d'arriver à en faire dans une taille qui soit à peu près la taille de cette pièce. Et donc ça, c'est ça l'enjeu. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est quand je vois le Soleil, je suis à la fois ébloui, parce qu'en tant que physicien, j'y vois en action les 4 grandes forces de l'univers, évidemment les aspects électromagnétiques, cette belle lumière qui nous éclaire. J'y vois la force gravitationnelle, parce que c'est cette force-là qui vient confiner le plasma, et le plasma qui réagit avec la pression qui trouve un équilibre entre la force gravitationnelle qui va le comprimer et la pression qu'exerce sur le plasma. Il y aura l'interaction nucléaire forte, qui donne des réactions de fusion, et il y a aussi l'interaction nucléaire faible. Donc c'est ces 4 réactions, c'est ces 4 forces que je vois en présence. Alors pour remplacer la force gravitationnelle, ici, on va confiner notre plasma qui est ici par des bobines de champ magnétique qui va jouer le rôle de la force gravitationnelle. Alors voilà, le site d'ITER qui est à Cadarache. Et donc comme je vous l'ai dit, donc dans la vallée de la Durance,
L'institut auquel je travaille est ici, à la proximité d'ITER. C'était avant une colline, et en 2006, on a eu l'accord pour démarrer ce projet ITER. Historiquement, c'est la première fois où j'ai été invité à l'Élysée, où j'ai pu participer à la signature des accords ITER. À l'époque, c'était le président Jacques Chirac. Et c'était avec l'ensemble des partenaires internationaux. Et pour moi, ça a été un événement évidemment très important, travaillant plus de 20 ans ou 30 ans sur la recherche sur la fusion, et d'avoir cette expérience près de chez nous, qui est une expérience internationale. Et donc, je vais vous expliquer un petit peu. Et là, j'ai mis un diagramme historique. Ben, voilà, nous avons gagné parce que ça n'a pas été une bataille facile, en fait. Hein. Il y a eu une bataille mondiale pour accueillir ce grand projet. Et ben voilà, maintenant, Villepin, nous avons gagné, c'est formidable. Et ben maintenant, explique-moi ce que c'est, ce que je vais vous essayer de vous expliquer. Donc je vais revenir un petit peu aux bases de la fusion avec la fameuse courbe. Alors j'ai mis quelques photos historiques, là, cette fameuse courbe d'Alstom, où on reporte l'énergie de liaison par nucléon, donc cette force nucléaire forte qui permet de faire la cohésion de la matière, malgré que ce sont deux charges qui auraient tendance à les opposer. Et donc, du coup, on a les éléments légers, et vous voyez que lorsqu'on va se progresser le long de cette courbe, on va obtenir de l'énergie en fusionnant cette matière, des réactions exothermiques. La petite différence de masse multipliée par la vitesse au carré va nous donner justement cette immense énergie. Donc ça, c'est une façon de faire la fusion, et c'est ce mécanisme qui se produit évidemment dans le ciel, dans les étoiles, pardon. On va partir d'hydrogène, et puis progressivement, on va arriver à former cet hélium, jusqu'à arriver à un maximum où cette fois-ci, si on continue, c'est plus des réactions exothermiques comme ce qui se produit dans le Soleil qui va nous donner de l'énergie, mais c'est des réactions, si on veut aller le maximum autour du fer, si on veut aller au-delà, eh bien c'est des réactions qui vont demander de l'énergie. Donc ça, c'est des noyaux plus lourds, ils vont se produire, par exemple, quand il y aura une explosion de supernova. Mais inversement, vous pouvez partir de l'uranium, essayer de le casser, et là, vous allez reproduire de l'énergie. Et ça, c'est bien connu, c'est les réactions de fission qui nous permettent d'alimenter nos réacteurs en France en particulier. Et alors, donc, bon, trois, c'est peut-être évident pour vous, mais enfin, c'est les noyaux légers. Je rappelle, donc, on parle de l'hydrogène, et on rappelle le concept d'isotopes, où progressivement, on alourdit la masse en rajoutant, comment dire, en ayant un noyau de plus en plus lourd. Donc, on a le proton, on a le deutérium, on a le tritium. Le tritium, lui, je vais revenir beaucoup dessus, il a une demi-vie, il est radioactif, il a une demi-vie de l'ordre de 12,3 ans. Donc il n'est pas sur Terre, et pourtant c'est celui-ci qu'on va utiliser pour ITER, pour faire nos réactions de fusion thermonucléaire. Il se désintègre, mais par contre, moi par exemple, quand j'ai dirigé le programme AJET, on m'avait offert une toute petite fiole de tritium, parce que sa désintégration, elle est amortie sur quelques millimètres en fait. Donc il suffit du verre. D'ailleurs, avant, il y avait des montres où il y avait un petit peu de tritium, c'était fluorescent la nuit. Voilà, en France, c'est interdit, donc je ne l'ai pas apporté, je ne vous l'ai pas montré. Alors là, historiquement, les premières personnes qui ont, on va dire, mis en évidence cet effet du tritium, c'est Marcus Oliphant, j'ai mis la photo. Alors à l'époque, on faisait les réactions de fusion, on prenait une cible solide, on accélérait, parce qu'il y avait des accélérateurs, on accélérait le deutérium, qui est ici, et en accélérant le deutérium, on observait cette réaction de fusion entre le deutérium et le deutérium de la cible, et qui pouvait produire dans certaines conditions un tritium ou un hélium-3. Et Oliphant a observé qu'il parlait, à ce moment-là, on ne parlait pas de mot fusion, on parlait d'union. Il a observé qu'en bombardant des noyaux d'hydrogène lourd, donc c'était le deutérium, il se produisait un effet énorme. Et là, il a aussi observé pour la première fois quelque chose, j'ai lu l'article cet été de masse 3, qui était en effet le tritium qu'on va utiliser pour nos expériences. Alors, pour faire ces réactions, vous allez me dire que ce n'est pas évident, parce qu'évidemment, les deux charges sont positives dans le noyau.
Et donc, normalement, elles vont il y a une répulsion qui est la fameuse répulsion électrostatique. Et donc, du coup, vous voyez que, ici, j'ai représenté le barrière de potentiel. Vous voyez ici que, en principe, plus je m'approche, plus je vais diverger. Donc, en principe, les noyaux devraient s'écarter. Et donc, les réactions de fusion ne devraient pas se produire. Mais on a un effet quantique qui arrive, qui est l'effet tunnel, qui a été particulièrement étudié par Georges Gamow, que j'ai mis ici la photo, qui fait qu'à un moment, si on s'approche suffisamment près, il y a au contraire d'une répulsion, il va y avoir un effet tunnel qui va permettre que les deux noyaux de charge positive vont pouvoir s'attirer, se fusionner, s'aimer, si vous voulez dire. Alors, Gamow, il était très connu aussi parce qu'il a été très fort aussi pour la vulgarisation de la science. D'ailleurs, quand j'étais étudiant, je pense que c'était ici ou à Paris, j'ai retrouvé dans ma bibliothèque le livre que j'ai fait, que je vous invite à lire. D'ailleurs, il a fait 2 livres, qui est M. Tompkins explore l'atome et M. Tompkins au pays des merveilles, où il remet, pour expliquer la mécanique quantique, il change les valeurs de la constante de Planck, il change les valeurs de la vitesse de lumière, il change les valeurs de la gravitation pour les mettre à nos échelles, et donc ça donne des histoires assez humoristes. Et là, c'est la version de 1954 que je vous ai apportée, que j'ai pris en photo ici. Et alors ici, j'ai représenté ce qu'on appelle la section efficace de nos réactions de fusion en fonction de l'énergie des protons qui vont venir rentrer en collision avec une cible, ou plus tard, on va voir, avec un plasma. Vous avez en bleu la réaction du deutérium avec le tritium, qui donne ici un neutron et une particule alpha. Alors, ce qui est particulièrement intéressant, et je vais y revenir, c'est que cette réaction elle a un effet de résonance qui fait que, typiquement, par rapport à une réaction qui est similaire, où je ferai la réaction d'un deutérium avec un deutérium, eh bien, j'ai un facteur 100 entre ces deux. C'est ce qu'on appelle une résonance quantique, et que je vais vous écrire un peu plus tard. Et ce qui a permis d'ouvrir, en fait, la possibilité de faire ces réactions de fusion sur Terre. Alors, c'est quand même très difficile, parce que je rappelle ici que si je donne les ordres de grandeur par rapport à la section efficace de la réaction de fission avec l'uranium, on est 600 fois plus faible. Voilà. Donc, c'est quand même des réactions très difficiles, d'où les difficultés qui ont été. Alors, historiquement, comme je vous ai expliqué, on partait donc du cible et on accélérait les protons, mais c'est beaucoup plus efficace, au lieu de faire ça, c'est de consister à ioniser directement la matière. Et là, on rentre dans la dimension d'un gaz qu'on appelle, enfin, d'une matière qu'on appelle plasma, la 4e état de la matière. Alors, quand j'étais étudiant, c'était et toujours, c'était un état qui m'a fasciné. Alors, pourquoi on l'appelle état, 4e état de la matière? Parce qu'évidemment, quand on commence à prendre la matière, si je la chauffe, passe de solide, de liquide à gaz. Et puis, on arrive à cet état où toutes les particules sont ionisées. Et donc, on a un bain d'ions et d'électrons qui sont ensemble. Et celui-ci, qu'on dit en général un gaz d'ion, mais il n'a pas du tout les mêmes propriétés physiques ou propriétés différentes d'un gaz neutre qui est ici. Et en particulier, comme ce gaz est fortement ionisé, il va pouvoir conduire l'électricité, parce qu'on a des électrons libres, qu'on va utiliser dans nos expériences. Il va répondre aux champs électromagnétiques. Les particules chargées du plasma réagissent aux champs électriques et magnétiques. Et il y a des processus collectifs qui, moi, en tant qu'étudiant en physique, me passionnait, parce que, justement, ça donnait champ à des effets particulièrement intéressants d'interaction entre les ondes et les plasmas, d'écrantage, d'instabilité. Donc, il y a une physique qui est très, très riche, qui est la physique de ce milieu des plasmas. Et donc, on va partir de cette matière ionisée qu'on va être obligé de chauffer à typiquement 15, 150 millions de degrés, donc des températures énormes, mais comme ça, elle sera très ionisée, et ça va favoriser les réactions de fusion. C'est ce qu'on fait. Alors, le plasma, il est peu étudié, mais néanmoins, il représente plus de 99% de la matière dans l'univers. Vous en avez dans de toute catégorie. Ici, on a représenté dans ce diagramme la température, excusez-moi, la température du milieu plasma en fonction de la densité. Donc, il y a toute une gamme de densité qui va, je dirais, d'une simple flamme, de l'éclair. De là, je vous ai même présenté des photos d'aurore boréale.
Et donc c'est le milieu qui se trouve naturellement, en fait, et il n'est évidemment pas sur Terre. Donc c'était aussi une deuxième raison de ma motivation, parce que j'étais aussi très intéressé par l'astrophysique à l'époque. Je le suis toujours d'ailleurs. Voilà, donc je reviens maintenant sur ce milieu, ce plasma. Le Soleil est un milieu de gaz fortement ionisé, dans lequel on a un cœur qui est très très chaud, de 15 millions, où se produisent ces réactions de fusion thermonucléaire. Et les réactions de fusion thermonucléaire, vous allez le voir, elles sont assez différentes de celles qu'on veut refaire sur Terre. Parce que là, c'est des réactions entre deux protons. Et donc là, je vous ai présenté la chaîne proton-proton. Il y a une autre chaîne, mais c'est celle qui se produit dans le Soleil plus. Il y a la chaîne aussi CNO, mais là, je vais focaliser sur la chaîne proton-proton. Et là, pourquoi j'ai parlé aussi d'interaction faible? Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une première... Il faut déjà produire le deutérium, qui est donc cet isotope de l'hydrogène, où j'ai rajouté un neutron, donc beaucoup plus lourd. Et donc, du coup, il faut qu'il y ait une transmutation, et ça c'est l'interaction faible, du proton en un neutron. Et cette transmutation, cette section efficace est très très faible, c'est des énergies faibles, c'est de l'ordre du milliard d'années. Et tant mieux, parce que ça permet que le Soleil dure, il ne brûle pas son énergie en quelques années, et grâce à ces milliards d'années, grâce à l'interaction faible, on a la vie sur Terre, parce que si le Soleil avait brûlé trop rapidement, on n'aurait pas pu avoir la vie sur Terre. Donc c'est une réaction qui est initialement très très lente, permet évidemment le développement de la vie. Brûler le Soleil sur des temps très longs, dizaines de milliards d'années, on est à peu près à 5 milliards. Donc c'est cette première étape que nous, évidemment, on n'a pas dans nos machines. On ne peut pas attendre milliards d'années pour avoir des réactions. On ne peut même pas les mesurer, c'est tellement lent qu'on n'arrive pas à les mesurer. Et puis après, c'est l'interaction entre ce deutérium et l'hélium 3 qui va progressivement, le tritium, pardon, progressivement faire de l'hélium 3 et progressivement faire de l'hélium, ici. Donc, en gros, le Soleil est une machine à produire cet hélium et à brûler cet hydrogène et à produire cette énergie. Et la première personne, là je rends dans mon petit panthéon de cette conférence hommage aux femmes qui font de la science, il n'y en a malheureusement pas assez, cette dame-là, qui s'appelle Cecilia Payne, qui s'est mariée avec M. Gaspochkin, et qui en 1925 a fait sa thèse en faisant de la mesure de spectroscopie, et elle était la première en faisant ces mesures à dire « mais le Soleil, ce que je vois, c'est de l'hydrogène et de l'hélium ». Et son directeur de thèse, M. Russell, lui dit « non, c'est pas possible, la Terre et le Soleil sont forcément identiques, ce que tu vois est faux, et je veux pas que tu écrives ça ». Et donc dans sa thèse, son directeur de thèse lui a interdit ça. 5 ans après, ce fameux directeur de thèse, directeur de labo, eh bien, il est arrivé un peu différemment aux mêmes conclusions qu'elle. Et l'histoire a retenu ce monsieur, mais elle n'a pas retenu la dame. Et lui, il a écrit « oui, j'ai eu tort, j'ai reconnu mes torts », mais l'histoire, je peux donner beaucoup d'exemples d'histoires comme ça, où de nombreuses femmes ont fait des découvertes en sciences, et malheureusement, cela n'a pas été reconnu. Ma fille m'a offert d'ailleurs un livre sur les femmes dans la science, et c'est très très instructif. Donc je veux, dans cette conférence qui est dédiée à la physique, qui est dédiée à la fusion, je veux aussi rendre hommage aux femmes qui ont fait de la recherche, qui font de la recherche en physique, en ingénierie. Il faut que j'espère que cela continue. Et à l'époque, quand elle s'est mariée, on lui a dit « mais comment tu te maries et tu vas continuer à faire tes recherches? Si tu te maries, il faut que tu arrêtes de faire tes recherches. » Elle est allée aux États-Unis parce que je pense que c'était plus simple. Puis à un moment, elle est enceinte et elle a fait une conférence où elle était enceinte et son directeur à cette époque lui a reproché de faire une conférence alors qu'elle était enceinte. Voilà. Et donc du coup, dans ce cycle-là, on a aussi beaucoup retenu Hans Bethe sur ce cycle qui est très connu, mais je voulais quand même dans cette slide, rendre hommage à la recherche par les femmes. Alors, pourquoi on peut réaliser, malgré que vous avez vu dans mon introduction mes puissances divisées par le volume, où j'ai des millions d'ordres de grandeur, 1 million d'ordres de grandeur entre le Soleil et la Terre, c'est qu'ici je prends la réactivité. Donc cette fois-ci, c'est la probabilité d'obtenir, c'est une probabilité d'obtenir une réaction de fusion. Donc là, à une température donnée, j'ai multiplié la section efficace par la distribution d'énergie des particules dans le plasma. Donc ici, au lieu d'être en mètres carrés, je suis en mètres
mètres cubes par seconde, donc c'est ma probabilité. Et on voit que là où j'ai les plus grandes probabilités de faire des réactions de fusion, c'est avec l'expérience deutérium-tritium, la fusion du deutérium-tritium. Et vous voyez que les réactions de fusion au cœur de Soleil, elles ont des probabilités très très faibles. Donc on va utiliser cette propriété-là. Seule difficulté, une des difficultés, comme je vous ai expliqué en introduction avec la découverte de Mark Oliphant, le tritium, il a une durée de vie de 12 ans, donc il n'est pas là. Il n'est pas là. Donc on a une difficulté, on a une chance, c'est qu'on a cette réaction qui est très efficace, mais il faut qu'on arrive à trouver le tritium. Alors je vais faire un petit détour encore historique. En 1938, aussi un physicien qui est peu connu, un physicien qui s'appelle Arthur John Röhling, qui a été le premier en fait à faire l'observation sur Terre d'une expérience deutérium-tritium. Ça a été le premier. Et toutes ces choses-là, elles ont été reproduites très récemment en 2025. Parce qu'elles ont été, il y a un livre, un special issue que j'ai cité ici, que j'ai découvert en préparant cette conférence, qui a été préparé en 2024-2025, qui raconte l'histoire de la fusion dans le cadre du projet Manhattan. Vous savez, le grand projet Manhattan en 1943, où 140 000 physiciens ont travaillé autour de la fusion, la fission, la bombe atomique. Les meilleurs physiciens de l'époque étaient là, à Los Alamos regroupés, 2 milliards de budget, période très productive. C'était tellement productif qu'à un moment, il y a des semaines, il y avait plus de 10 bébés par semaine à Los Alamos. Et ça fusionnait, je pourrais dire, dans tous les sens. Et ils ont redécouvert les archives de ce projet, et en particulier en retrouvant les archives, ils ont retrouvé des articles de ce qui est peu connu, de ce physicien, Röhling, qui a été le premier à observer sur Terre cette réaction de deutérium-tritium. Alors comment il l'a observé? C'est qu'il l'a observé en faisant une réaction de fusion entre deux noyaux de deutérium, mais cette réaction, elle donne un tritium. Et par effet secondaire, ce tritium peut rentrer en collision avec le deutérium, donc faire une réaction deutérium-tritium, donner un neutron et une particule alpha. Et d'ailleurs, c'est cette réaction dite secondaire qui est utilisée dans les expériences qu'on fait sur West avec notre directeur de l'Institut, et qui a permis donc de faire des études sur l'électronique liée aux neutrons qui étaient émis par cette expérience deutérium-tritium, même si nos expériences, pour la majorité du cas, vous le verrez plus tard, sont avec uniquement du deutérium. Voilà. Alors, notre note historique, c'est sur le mot fusion qui nous paraît maintenant tellement évident, mais en fait, j'ai aussi appris qu'il a été introduit assez tard. Alors, le mot fission a été introduit très tôt. On le trouve dans un article typiquement en 1950, parce que Mark Oliphant, il n'utilisait pas le mot fusion, il utilisait le mot union. Voilà. Et très récemment, ça a été dans un Physical Review, on a reproduit l'expérience de 1938 pour revérifier si vraiment c'était bien lui qui avait été le premier à avoir ces expériences, ces observations de deutérium-tritium. Alors donc sur Terre, je vous ai expliqué, on ne peut pas utiliser la force gravitationnelle, mais on va utiliser la force des champs magnétiques. Et là, moi, on travaille sur deux grands types de configurations, qui sont le tokamak, vous avez vu, c'est un acronyme d'un mot russe, et le stellator. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On met le plasma dans une espèce de tore, ici, c'était une boîte magnétique, et le plasma va se trouver confiné, on fait des champs magnétiques qui sont ici, qui entourent le plasma, dit toroidal, et donc ce champ magnétique va venir exercer une pression sur le plasma et va venir le confiner, parce que vous l'avez compris, le plasma, il subit les forces électromagnétiques. Voilà. Et alors, le tokamak fonctionne en gros comme un transformateur, où ici on a une bobine de centraloïde au centre qui va induire un flux, et comme le courant passe à l'intérieur du plasma, la variation de flux va permettre d'induire un courant ici, qui va venir confiner aussi le plasma, et va permettre aussi d'enrouler nos particules dans les lignes de champ magnétique qui seront formées ici et venir confiner. Et alors, un des grands problèmes, c'est évidemment de faire des réactions de fusion, mais comme on est sur Terre, on est confiné dans un milieu, et donc un grand problème, c'est d'avoir un centre
qui est à 150 millions de degrés Celsius, mais un bord très froid, parce qu'évidemment, il n'y a aucune matière qui peut retenir. Et donc là, vous comprenez, vous touchez du doigt qu'il y a une difficulté en termes d'instabilité. Vous savez, sur 1 mètre, à peu près, typiquement, vous passez de températures très basses à des températures très chaudes, donc vous avez des gradients. Des gradients, c'est des sources d'instabilité, d'énergie libre en physique, qui donnent des... Et donc, du coup, il faut arriver à contrôler ces instabilités. Une autre classe de machine que j'ai illustrée ici, c'est le stellator. Alors, cette fois-ci, on enroule nos lignes de champ magnétique en créant un champ magnétique qui est un petit peu tordu comme ça pour éviter d'avoir se passer de l'effet transformateur et éviter de combiner deux champs magnétiques, un champ magnétique qu'on va dire toroïdal et poloïdal. Alors, je vous explique un petit peu ce que j'ai réexpliqué avec les mots, avec des images. C'est-à-dire qu'en gros, si vous avez un plasma, c'est comme ici, la circulation à Marseille, vous avez des voitures un peu dans tous les sens. Maintenant, vous mettez un champ magnétique, les particules vont suivre les lignes de champ magnétique, et donc du coup elles vont aller sur des pistes, un petit peu comme des gens sur des rails. Et c'est cette propriété-là qu'on utilise dans les plasmas magnétiques. Et puis après, quand on fait un TOR, eh ben, au lieu que... Parce qu'au début, on partait sur des machines linéaires. Mais les machines linéaires, c'est pas bon parce que de chaque bout, nos particules, elles fuient. Et donc, il faut mettre des bouchons. Hein, et alors, au lieu de mettre des bouchons, ce qu'on a eu l'idée, avec les Tokama, qui étaient des Russes, nos physiciens russes, c'était de faire tourner nos particules là, et donc du coup on fait tourner en enroulant nos champs magnétiques dans un TOR, et les particules, voilà le TOR qu'on crée avec ces champs magnétiques ici, et les particules viennent suivre ces lignes de champs magnétiques, s'enrouler autour de ces lignes de champs magnétiques, et du coup on a des propriétés de confinement qui sont très grande et bien plus grande. Et d'un coup, quand on a découvert cette configuration-là, d'un coup, les paramètres en termes d'énergie, de température, on a pu mesurer, on a eu un saut très important en termes de performance. Alors, je reviens un petit peu sur l'expérience deutérium-tritium pour vous donner des ordres de grandeur maintenant sur l'énergie qu'on peut produire. Donc typiquement, alors j'ai remis avec des ordres, si on a 1 kg de deutérium-tritium, on va avoir, si on mettait dans une balance, hein, on va former donc de l'hélium qui est ici, un neutron qui va s'échapper, et là je vais avoir une petite perte de masse, très très petite, mais évidemment cette perte de masse multipliée par le carré de la vitesse va me donner cette énergie qui est immense. Voilà. Et si on le recalcule pour donner l'ordre de grandeur, cette énergie avec 1 kg, c'est de l'ordre de typiquement 6000 maisons par an, si j'ai pris la consommation de ma maison qui était autour de 16 MWh. Voilà. Et alors, si on ramène les choses à typiquement 15 grammes de deutérium, c'est à peu près la consommation d'énergie d'une maison pour une vie. Et en gros, évidemment, parce qu'on est sur de l'énergie au niveau du noyau, on est à 1 gramme de deutérium, c'est l'équivalent de 8 tonnes de pétrole. Là, c'est de l'énergie chimique. Voilà, l'énergie chimique, on est au niveau des électronvolts. Et quand on est énergie nucléaire, on est à des niveaux de millions de fois plus grands. Donc, du coup, une promesse d'une énergie très, très condensée qu'il faut aller chercher dans le fin fond de la matière. Alors, un autre appel, peut-être pas le dernier, mais presque l'avant-dernier, un autre appel historique sur un autre physicien un peu connu, qui monsieur appelle Egon Brechner, et dans lequel on a proposé en 2025 qu'on appelle sa résonance, que je vous ai expliqué, qui est la résonance dite de Brechner. Parce qu'à un moment, on s'est posé la question, dans les années 40, pourquoi il y a un facteur 100, typiquement, entre la réaction de fusion du deutérium avec le deutérium par rapport au deutérium-tritium. Ce facteur 100 permet le fait qu'on puisse envisager la fusion comme une énergie sur Terre. Et cet facteur 100, il a été expliqué par ce monsieur Brechner, et on lui a donné son nom très récemment en 2024, donc dans cet article-là que je vous ai expliqué de FST, comme état de Brechner, c'est parce qu'en fait, il se produit un autre phénomène quantique qu'on appelle une résonance, quand la probabilité et on observe qu'à ce moment-là, la probabilité de réaction est amplifiée si l'énergie cinétique du noyau deutérium et tritium, qui sont formés au départ, correspond à une énergie de résonance du système, qui est ici montrée ici comme étant l'énergie de résonance. Et là, c'est comme avec la résonance mécanique, et maintenant les choses s'amplifient, et c'est pour ça qu'on a une réaction qui est 100 fois plus grande que
pratiquement les mêmes réactions de fusion, mais avec le deutérium et le deutérium. Voilà. Alors celle qui était plus connue en astrophysique, c'est la résonance de Roy, qui permet à le carbone 12 de se former et permet justement la formation, à travers le triple alpha, la formation des noyaux d'hélium 4. Alors, un dernier rappel historique sur l'importance, je vais dire anthropique, de la réaction au deutérium-tritium, parce qu'en fait, c'est cette réaction de deutérium-tritium 100 fois plus grande que celle que je vous ai expliquée, qui est à l'origine du Big Bang qui nous a permis de former l'univers, a été la voie privilégiée pour cette réaction deutérium-tritium pour former l'hélium 4. Et l'hélium, c'est quelque chose de très important parce que, comme je vous l'ai dit, pour ce cycle triple alpha, il permet de former le carbone. Et le carbone, c'est évidemment la chaîne de vie nécessaire pour la vie sur Terre. Voilà. Donc, on a calculé, on a montré qu'environ l'hélium primordial, pendant la formation, disons, de l'univers, constitue la base à laquelle est ensuite créé environ 25% du carbone sur Terre, qui a permis la vie, en fait, sur Terre. Donc, c'est une chose intéressante. Donc, nos réactions, on revient sur Terre, les réactions de deutérium-tritium qu'on va privilégier, qui donnent cette particule alpha à 3,5 MeV, ce neutron à 14,1 MeV. Comme je l'ai dit, on n'a pas de tritium sur Terre. Donc, du coup, comment on fait? Donc là, on a eu l'idée que le neutron, qui est produit par cette réaction, on va le faire interagir avec du lithium. Et donc, dans ce cadre-là, quand on produit ça, on arrive à reformer un tritium. Et donc, on reboucle comme ça le tritium. Et donc, du coup, quand on fait le bilan, en fait, les réactions qu'on va utiliser pour nos expériences qu'on envisage, c'est en fait un deutérium avec un lithium qui donne 2 particules d'hélium, d'alpha. Voilà. Donc, c'est comme ça. L'idée, c'est d'arriver à produire dans notre machine, conceptuellement, c'est facile, mais vous allez voir que c'est plus difficile, en fait, à produire dans nos machines le tritium qui n'est pas présent sur Terre. Voilà. Et alors après, les avantages qui fait qu'il y a un engouement fort actuellement par rapport à la crise de l'énergie, de nos recherches sur la fusion, c'est que c'est évidemment une source d'énergie évidemment abondante et distribuée, parce qu'on peut avoir le deutérium dans l'eau, on peut aussi avoir le lithium dans l'eau de mer, avec des millions d'années, donc une grande abondance. On utilise, les cendres sont des produits non réactifs qui sont l'hélium. C'est une technologie qui est intrinsèquement sûre. Il n'y a pas de production de CO2, pas d'effet de gaz à effet de serre, pas de déchets à haute activité à vie longue. Donc du coup, tous ces enjeux-là, tous ces avantages fait qu'il y a des investissements très forts. Mais pour l'instant, on est encore dans un stade de recherche. Voilà. Alors, quelles sont les conditions pour arriver à avoir un bilan qui soit intéressant pour la production de l'énergie? Alors donc là, je vais faire un bilan énergétique donc de notre expérience, donc de deutérium, tritium, plasma. Il est générique, ça c'est un petit peu pour tout type d'expérience. En gros, vous avez des sources. Les sources qui viennent chauffer le plasma. Alors les sources, c'est de la puissance extérieure. Alors, le Soleil, il n'y a pas de puissance. 10 minutes, je viens juste de démarrer. Donc, c'est la puissance. La puissance qui vient. Pour le Soleil, il n'y a pas de puissance, il est auto-entretenu. Et il est auto-entretenu, en particulier, c'est ce qu'on cherche ici, c'est parce que les particules alpha restent confinées dans le plasma et elles viennent chauffer le plasma elles-mêmes. 25% de cette énergie. Vous avez les pertes, donc c'est le rayonnement pour le Soleil, les fuites de particules, parce que le milieu n'est pas complètement confiné, le transport de la chaleur, parce qu'il y a des gradients de température, donc crée des instabilités. Et donc, du coup, on introduit ici le confinement de l'énergie, un petit peu comme votre maison que vous isolez. Votre maison est bien énergie, elle va avoir un temps de confinement de l'énergie. Et donc, du coup, on fait le rapport entre les sources et les pertes, et il faut évidemment qu'il y ait un facteur d'amplification, qu'on ait un gain beaucoup plus important. Et donc, on appelle grand Q égale 1, qui est le rapport entre la puissance fusion sur la puissance injectée. C'est quand on a le break-even scientifique. Donc, on a démontré pour la première fois qu'on est proche de 1. Alors, au JET, l'expérience que je parlais qu'à Oxford, on a obtenu en 1997 autour de 0,7.
Aux États-Unis, au NIT, avec des expériences, au lieu de faire du confinement magnétique, on fait du confinement en injectant, en bombardant cette cible de deutérium tritium par des lasers très puissants. Ils ont obtenu très récemment, alors je vous montre des résultats récents, mai 2025, un facteur d'amplification de 4,3. Voilà. L'objectif d'ITER, c'est 10. Et quand on est auto-entretenu comme le Soleil, je peux couper les sources extérieures et le système va s'auto-entretenir. Voilà. Donc là, c'est le rêve. Alors maintenant, je mets un peu des chiffres, tout ça. Et ça, c'est le critère dit de Lawson. Donc les chiffres, on a montré que les sources vont venir compenser les pertes à condition que le produit de la densité dans le milieu multiplié par le confinement est supérieur à un certain critère, une certaine quantité qui dépend du facteur d'amplification F, de la section efficace et de la température. Alors, cette valeur, elle est exprimée ici. Quand Q égale infini, on a une constante, voilà, et on a un seuil. Un seuil, il faut que la densité fois le confinement soit plus grand qu'une certaine quantité. Et vous comprenez par rapport à la fission que ce seuil, c'est ce qui fait qu'il y a une non-linéarité. Je ne peux pas faire une expérience petite dans ce labo parce que je serai en dessous du seuil. Il faut tout de suite faire des grosses expériences pour être au-dessus de ce seuil en termes de densité de température. Alors, on utilise aussi le concept de produit triple où on a le produit de la densité, de la température du plasma et du temps de confinement. Et ces trois quantités doivent être maximisées en même temps. Et donc, quand je multiplie cette équation par la température, j'arrive au T carré, la température au carré, sur la section efficace de nos réactions. Et ici, j'ai représenté ce triple produit en fonction de la température. Vous voyez avec différentes valeurs du facteur d'amplification. La courbe bleue, c'est autour de Q égale 1. Vous voyez que vous avez ce seuil, que vous êtes en dessous de Q égale 1 tant que vous n'êtes pas. Et vous voyez aussi que le minimum est autour de 14 keV. Elle n'est pas à 60 keV, elle est à 14 keV. Et donc c'est bien, la vie est bonne. Donc il faut qu'on soit dans des conditions entre 10 et 18 keV pour faire ça. Et il faut qu'on soit autour d'un seuil qui est autour de la valeur qui est exprimée. Et donc du coup, voilà, maintenant je vous ai expliqué que vous avez en fait la température qui est fixée, qui est autour de 14 keV. La pression du plasma, elle est autour de l'atmosphère, parce que vous ne pourrez pas avoir une pression trop grande, parce qu'après, il faut des champs magnétiques trop forts pour le confiner. Donc la pression, c'est la densité fois la température. Vous ne pouvez pas aller trop au-delà. Et donc, du coup, la seule variable sur laquelle vous pouvez jouer, sur laquelle on a joué pendant 40 ans, c'est ce temps de confinement de l'énergie. Et c'est d'arriver à améliorer ce temps de confinement de l'énergie. Et on a deux façons de faire la réaction de fusion sur Terre, soit par ce confinement magnétique, où on a des densités relativement faibles et des temps de confinement de l'énergie de l'ordre de la seconde, soit par la fusion inertielle, où là on a des densités qui sont 10 fois plus grandes, parce que je vais comprimer une petite bille de deutérium tritium par ces immenses lasers, mais avec des temps d'énergie, des temps de confinement très 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 courts. Donc là, vous avez compris par ces simples, je dirais, arguments, toute la difficulté et la non-linéarité de nos processus et le fait que c'est un processus à seuil. Et alors, je résume maintenant nos expérimentations dans les confinements magnétiques sur typiquement 40 années. Et on mesure ici le confinement, donc je vous ai dit c'est la variable sur laquelle on peut jouer, le confinement de l'énergie dans notre boîte magnétique, qui passe ici de plusieurs ordres, c'est échelle en log, qui passe de typiquement à la seconde, actuellement sur les expériences sur le jet, quelques secondes sur ITER, des millisecondes dans les premières expériences, et on a gagné plusieurs ordres de grandeur sur ces 40 ans. On a fait des progrès colossaux, qui sont identiques aux progrès qu'on a fait dans l'électronique, la fameuse loi de Moore sur l'intégration. Et qu'est-ce qu'on a appris dans ces confinements de l'énergie? C'est qu'un paramètre essentiel, c'était la taille de notre expérience, le grand rayon du plasma, qui est représenté ici. Ce qui explique pourquoi il faut qu'ITER, on ait une machine qui est de l'ordre de 6 mètres. Parce que si j'ai trop petit, eh bien, je serai en dessous de ce seuil, parce que j'aurai un temps de confinement trop bas. Et donc, voilà, on a appris ça. On a appris aussi que le courant qui passe, qui est de l'ordre de millions d'ampères, qui passe dans ces machines, était aussi un élément important. Et puis alors, on a eu une grande déception. Dans les années 70, on commençait à chauffer notre plasma, mais plus je le chauffais, plus le confinement était mauvais. Vous voyez que la puissance devant le coefficient de la puissance devant la puissance est négatif. C'est-à-dire, je chauffe, mais ça dégrade le confinement. En gros, vous chauffez votre maison, mais plus vous la chauffez, plus elle perd sa chaleur. Alors ça a été une catastrophe pour nous, parce qu'au début, on pensait faire des expériences dans la taille ici.
Et on s'est aperçu, en fait, on l'a compris, par le fait qu'il y a un transport anormal dans les plasmas. On a essayé de comprendre qu'il n'est pas néoclassique, qu'il n'est pas dû uniquement au transport des particules dans les lignes de champ magnétique, mais il y a des instabilités parce que j'ai créé des gradients, j'ai créé de l'énergie libre. Cette énergie libre veut se dépenser, c'est un petit peu comme on parlait des tas de sable, vous rajoutez de la matière, et bien jusqu'à un moment les choses s'effondrent, et c'est ce qu'on voit. Mais malgré tout, on est arrivé quand même à comprendre, à améliorer ce confinement et à faire des progrès colossaux. Là, ce sont les expériences historiques qui ont relancé d'ailleurs, que je vais court-circuiter sur les lasers. Les expériences sur jet, donc là, c'est les courbes où je représente la puissance fusion en fonction du temps. Et en 1997, on avait fait ces expériences ici, où on avait fait 16 MW de puissance fusion, mais sur un temps très très court, moins d'une seconde. Quand j'étais mes directeurs ici, au niveau européen, j'ai fixé l'objectif qui était de dire on refait en gros les expériences de 1997, mais je les veux stationnaires. Je veux faire 15 MW de puissance fusion, mais sur 5 secondes, je veux dire que la machine va s'arrêter une fois que la technique ne peut pas aller beaucoup plus loin. Et je veux aussi qu'on fasse de l'expérimentation, la simulation avant l'expérience. Predict first, parce que c'est toujours facile de faire les prédictions après les expériences, mais faire les prédictions avant l'expérience. Et on a fait toutes les prédictions avant l'expérience. Je pourrais raconter des anecdotes qui sont montrées ici. Et quand on a fait nos expériences en 2021 puis en 2023, on est retombé sur des points et on a obtenu cette courbe. Vous avez ici toutes les puissances fusion dans le tokamak jet fait avec la campagne deutérium-tritium sur des temps longs. Et ici, notre record qui a été obtenu typiquement pendant 5 secondes. Et vous avez devant vous un éléphant ou un dinosaure qui a participé à ces 3 campagnes deutérium-tritium de 1997, 2021 et 2022. Et je vous ai apporté un film d'un de nos records, si j'arrive à le lancer. Nos records... comment je peux le lancer? J'arrive pas. C'est dommage parce que je voulais vous montrer un film d'une expérience plasma, mais je n'arrive pas à le lancer. Et alors, pendant ces expériences, on a aussi, en 2023, fait des expériences avec votre institut, et avec M. Jean-Luc Autran, Martin Dantan, où on a dans le tokamak de jet, dans les souterrains du tokamak de jet, on a mis des composants électroniques ici et on a mesuré aussi les neutrons produits à cet endroit-là. Et on a calculé, on a mesuré l'effet qui a été sur cette électronique que produisaient les neutrons. Donc là, vous connaissez beaucoup mieux que moi, c'est cette courbe de la mesure des effets sur l'électronique en fonction des neutrons produits par nos réactions de fusion. On voit les effets sur l'électronique et ce qui est beaucoup plus beau, c'est qu'avec les méthodes que vous avez développées, que l'équipe de Jean-Luc a, vous avez été capable aussi de reproduire et de valider les modèles avec une prédiction qui est autour de 1, c'est-à-dire que le rapport entre les prédictions et les expériences autour de 1. Et on a aussi montré qu'on était capable de protéger cette électronique en mettant des composants en B4C. Alors, je vais passer. Je vais arriver au fait que le triple produit, c'est une condition nécessaire pour faire nos réactions de fusion, mais ce n'est pas une condition suffisante. Parce que si je veux aller vers un réacteur, il faut aussi qu'on soit capable de faire des opérations qui durent très longtemps. Donc du coup, ici, j'ai représenté la puissance fusion en fonction de la durée. Les expériences sur jet qui sont ici, où on fait 4-5 secondes, où on a fait typiquement 10 MW de puissance. Les expériences que je vais vous montrer sur WESS, si j'ai un peu de temps, où on peut faire des décharges très longues. Et sur ITER, on va intégrer les deux. Donc il faut non seulement avoir ce seuil en triple produit, mais aussi il faut être capable de les faire durer sur des temps très très longs. Donc c'est une condition nécessaire mais pas suffisante. Et ici, vous voyez, c'est une des courbes que je vais présenter à la conférence dans 15 jours, du triple produit dans toutes nos expériences de fusion en fonction de la durée. Et on voit que quand on va faire des expériences très longues, pour l'instant, on est arrivé à faire ces expériences très longues, ce qui est un grand record, mais il y a plusieurs ordres de grandeur par rapport à la machine d'ITER, parce qu'évidemment, on le fait sur des expériences beaucoup plus petites. Et donc, c'est un enjeu scientifique pour nous très important d'arriver à la fois confiner, faire des réactions de fusion, mais être capable d'être soit suffisamment stable
pour arriver à les intégrer. Et donc là, je vais vous présenter maintenant les expériences qu'on a faites sur le tokamak West, sur les dernières minutes. Donc le tokamak West qui est ici, présenté ici, comme je vous l'ai dit, c'est une expérience donc, qui est sur le sud de la France qui a permis pour la première fois d'avoir des aimants supraconducteurs. Donc on a combiné, et les aimants supraconducteurs, c'est une condition nécessaire pour avoir des décharges très très longues. Parce que vous formez vos aimants, avant les premières expériences comme le jet, c'était des bobines en cuivre. Et donc il y a une durée limitée dedans. Mais ici, dans les bobines supraconductrices, on fait passer un courant, il reste pendant tout le temps de l'expérience, puisque les bobines sont supraconductrices. Au début, quand ce monsieur, Robert Aimard, a proposé cette idée-là, on a dit ça ne marchera jamais, parce que vous avez, pour être en supra, il faut être proche du zéro absolu, 1,8 K, et 1 mètre plus loin, on a le plus grand gradient de l'univers, parce qu'à 1 mètre plus loin, vous êtes à 150, 100 millions de degrés Celsius. Donc technologiquement, ça ne marchera jamais. Et on a démontré, l'expérience, elle a démarré dans les années 90, on a démontré qu'elle marche toujours si bien, c'est toujours les mêmes aimants, et on l'a transformé en un projet West, où l'intérieur de la machine reproduit l'intérieur des composants qu'on aura sur ITER. Là, vous avez l'expérience à l'intérieur de West, et on est en train de tester des composants qui sont les composants qui seront mis sur ITER dans un environnement où on peut faire des décharges jusqu'au record mondial qu'on a obtenu, qui est de 22 minutes. Voilà. Donc c'est un élément du projet ITER qui est ici, du diverteur d'ITER, qui est testé sur West. Alors je vais vous montrer maintenant les décharges qui ont permis de faire, j'ai un film aussi, qui ont permis de faire les records en durée. On a le record mondial de la durée qui est de tour de 22 minutes, qui a été obtenu en février 2025, où ce qui pour moi est très très joli, c'est que non seulement on a pu faire ces durées très très longues, mais c'est le plasma, les performances plasma sont très stables. Et parce qu'on a développé des méthodes de contrôle qu'on n'avait pas il y a quelques années, et ça c'est particulièrement un progrès. Et notre objectif, c'est de continuer dans cette direction, mais faire sur des temps beaucoup plus longs. Alors voilà, vous avez un peu l'atmosphère dans la salle de contrôle. Hein, vous me reconnaissez peut-être de dos, je suis là. Et on voit ici la trace de la décharge qu'on voit en temps réel. Et là, quand on a eu ça, on a tous applaudi, parce que 22 minutes, c'était très long. Et on a fait célébrer ça avec du champagne, avec toute l'équipe. Alors j'espère que je vais arriver à faire démarrer le film. Ouais, là, je crois qu'il démarre. Là, on pourra s'arrêter là. On forme le plasma. Vous le voyez, on allonge le plasma. Vous voyez l'interaction entre le plasma et la matière, parce que le cœur, il est tellement chaud qu'il ne rayonne pas dans le visible, donc vous ne le voyez pas, c'est les rayons X, les rayons Dieu. Mais par contre, le bord reste froid. Mais c'est l'ordre de 1000 degrés qui est au bord. Et donc, du coup, comme il est froid, il est comme une flamme. On a un état qui est ionisé, il y a des réactions, il y a du rayonnement qui devient visible. Et là, tout de suite, ce que vous voyez, la décharge continue, ce qui est magnifique, enfin, pour moi, ce qui a été magnifique, c'est qu'elle est très stable. Ça devient même ennuyeux. Vous allez vous ennuyer. Elle est très très stable. Et comme ça, on a pu la faire durer. Et elle s'est arrêtée, elle s'est arrêtée pour une raison technique, mais ce n'est pas le plasma qui a décidé de s'arrêter. On aurait pu continuer encore comme ça plus longtemps. Donc je dirais qu'on a fait des progrès magnifiques. On a, sur le jet, si je résume, on a eu ces records en puissance fusion. Sur le NIF, on a eu ces records en grand capital Q, qui montre que pour la première fois, on a pu avoir plus de puissance de fusion que ce qu'on a mis. Et sur West, on a fait des records en durée. Et donc, si on combine l'ensemble de ces records, ben, je crois qu'on est dans une bonne position pour ITER et pour la suite. Ce qui fait que, je vais essayer de voir si je peux montrer le film pour le... Ah non, ça n'a pas marché. Ce qui fait que on est dans une situation où il y a un engouement pour nos recherches. Et comme je l'ai dit, je n'ai pas le temps de le présenter, il y a plus de 9 milliards en 2025 de capitaux privés qui ont été investis dans des startups pour faire de la recherche sur la fusion. Voilà, merci. Je suis désolé d'avoir été un peu long.